Le président Ouattara a disparu. Dans les rues d'Abidjan, c'est le chaos. Des incendies, des affrontements, de la peur partout. Est-ce un coup d'État? Une révolution? Ou quelque chose de plus profond encore? Découvrons ensemble ce qui a mené la Côte d'Ivoire à ce point de rupture. Avant les tirs, avant les coupures d'électricité, avant les drones dans le ciel et les rumeurs d'un président disparu, la Côte d'Ivoire était déjà en guerre. Pas une guerre avec des armes, mais une guerre silencieuse. Une guerre de confiance, de méfiance et de frustration qui grandissait doucement. De l'extérieur, tout semblait normal. Un pays stable, moderne, en pleine croissance. Mais à l'intérieur, les choses s'effondraient petit à petit. Au cœur de cette tension, un homme, Alassane Ouattara, un président vu par certains comme un sauveur et par d'autres comme la cause du problème. Pendant plus de 10 ans, Ouattara s'est présenté comme le président du progrès. Il a attiré des milliards d'investissements. Il a construit des routes, des ponts, des immeubles. La Côte d'Ivoire est devenue un centre important pour le cacao, le pétrole et les affaires. Les médias étrangers parlaient d'un miracle économique. Mais dans les quartiers populaires comme Yopougon, Boaké ou Korogo, les gens murmuraient une autre vérité. Ils se souvenaient de 2010, cette année où Ouattara est arrivé au pouvoir, dans la violence. Rappelle-toi, le président sortant, Laurent Gbagbo, refuse de quitter le pouvoir. Une crise éclate, des milliers de morts, une intervention militaire de la France. Ouattara prend le pouvoir. Mais la paix, elle, ne revient jamais vraiment. Le pays reste fragile, protégé par des soldats étrangers, par l'argent venu de l'extérieur et par un système politique bien contrôlé. Mais en 2020, tout change. Ouattara annonce qu'il va se présenter pour un 3e mandat. Problème, la constitution ivoirienne n'autorise que 2 mandats. Mais le camp présidentiel dit qu'une nouvelle constitution a été adoptée et que donc, le compteur est remis à 0. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas d'accord. Des manifestations éclatent. La répression est violente. Plus de 80 personnes meurent à cause des tensions électorales. Malgré cela, Ouattara est réélu. Mais quelque chose s'est cassé dans la confiance du peuple. Depuis ce moment, le pouvoir semble s'accrocher. La liberté de la presse diminue. Les opposants sont arrêtés. Les jeunes se sentent oubliés. Et la colère monte. Aujourd'hui, le président a disparu. Où est-il? Est-il tombé malade? A-t-il fui? Ou est-ce que quelqu'un l'a poussé vers la sortie? Les spéculations vont dans tous les sens. Certains disent que c'est un coup d'État. D'autres parlent d'un complot international. Mais une chose est sûre, la Côte d'Ivoire traverse une période très dangereuse. Et ce qui va arriver dans les prochains jours va décider de l'avenir du pays. La jeunesse demande des réponses. Les rues grondent. Et le silence du pouvoir devient plus inquiétant chaque heure. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Un nouveau président? Une transition militaire? Ou un soulèvement populaire comme on en a vu ailleurs en Afrique? Personne ne le sait encore. Mais une chose est claire, le peuple ivoirien mérite la paix. La vraie paix. Pas une paix imposée par la force, mais une paix construite sur la justice, la vérité et le respect du peuple. Ouattara gouvernait plus comme un roi que comme un président. Les principaux opposants politiques ont été arrêtés ou ont fui le pays. Les groupes de jeunes engagés en politique ont été interdits. Les bases militaires françaises, elles, sont restées en place, ce qui a créé un grand sentiment de colère dans la population. Pendant ce temps, de grandes portions de terre ont été données à des entreprises étrangères, surtout dans le cacao et les mines. Les paysans locaux ont été chassés. Le franc CFA, toujours contrôlé par le Trésor français, restait la monnaie du pays. Pour beaucoup, c'était un symbole du passé colonial. Mais les dirigeants n'avaient pas l'air de vouloir changer cela. La colère grandissait en silence, surtout chez les jeunes. Plus de 60% de la population a moins de 25 ans. Pourtant, on ne les voyait pas dans les postes de pouvoir. Sans emploi, sans voix, ils voyaient les richesses autour d'eux, mais ne pouvaient y toucher. Petit à petit, beaucoup ont commencé à voir l'État non plus comme un protecteur, mais comme une barrière. Puis, les rumeurs ont commencé à circuler. Certains soldats étaient en colère. Des étudiants parlaient de Thomas Sankara, ce héros africain qui voulait une vraie justice pour son peuple. Des anciens combattants disaient qu'ils ne reconnaissaient plus leur pays. Au début de l'année 2025, quelque chose a changé. Pas de manière visible, mais dans les esprits. Les rumeurs de tensions dans l'armée sont devenues plus fortes. Dans les universités, des groupes d'organisations secrètes sont apparus. À l'ouest du pays, des paysans ont refusé de signer de nouveaux contrats avec des entreprises étrangères. Dans les rues d'Abidjan,
des graffitis ont commencé à apparaître. Ce n'étaient plus seulement des messages de colère. C'étaient des appels à la révolte. Les petites fissures sont devenues des fractures géantes. Pourtant, la communauté internationale regardait ailleurs. Elle ne parlait que de chiffres, de croissance, du PIB. Sur le papier, la Côte d'Ivoire semblait bien aller. Mais sur le terrain, tout était prêt à exploser. Et en mai, l'étincelle est arrivée. Mais que s'est-il vraiment passé pendant ces heures cruciales, quand le silence est devenu le chaos? Approchons-nous un peu plus. Tout a commencé dans le silence. Le matin du 19 mai 2025, les habitants du nord d'Abidjan ont remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait beaucoup de mouvements militaires près de la caserne d'Abimpé. Beaucoup trop pour un jour normal. Quelques heures plus tard, la chaîne de télévision nationale a cessé d'émettre. Les appels téléphoniques devenaient difficiles. L'Internet ralentissait ou coupait complètement. À la tombée de la nuit, les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook ou Twitter ne fonctionnaient plus du tout. Puis, on a entendu les bruits. Des rafales d'armes automatiques régulières venant de loin. Certains pensaient que c'était un simple exercice militaire. Mais d'autres savaient que non. Quelque chose de grave était en train de se passer. Quand le soleil s'est levé le 20 mai, Abidjan avait changé. Il n'y a pas eu de grande déclaration, ni d'annonce officielle. Le pays est tombé dans un coup d'État, doucement, comme un corps qui tombe sous son propre poids. Les routes principales étaient bloquées par des barrages, mais ce n'était pas l'armée habituelle. Ce sont des soldats masqués, sans uniforme ni insigne, qui contrôlaient les passages. Des hélicoptères tournaient au-dessus des bâtiments du gouvernement. Le palais présidentiel semblait vide, mais personne ne savait vraiment ce qui s'y passait. Le plus grand danger, ce n'était pas les balles, c'était le silence. Pendant presque 2 jours, la Côte d'Ivoire a été plongée dans un blackout total. Plus aucun moyen de communication. La télé passait des programmes enregistrés. Les journalistes étrangers ne pouvaient rien diffuser. Même faire une recherche sur Google était impossible. Les gens se sont tournés vers les rumeurs. Et elles se propageaient comme du feu sur de l'herbe sèche. Certains disaient que le président Ouattara avait été tué près de l'aéroport. D'autres disaient qu'il s'était échappé au Ghana. Une autre rumeur disait qu'il s'était réfugié à l'ambassade de France. Mais aucune de ces informations ne pouvait être confirmée. Ce qu'on pouvait voir, en revanche, ne laissait plus de doute. À Bouaké, des manifestants sont sortis dans les rues pour fêter. Ils brandissaient des pancartes où on pouvait lire « La victoire est à nous ». À Yamoussoukro, des soldats proches des rebelles ont retiré le drapeau national devant des bâtiments officiels. Ils l'ont remplacé par un tissu vert, sans symbole. Dans la capitale, des hommes armés sont entrés dans plusieurs stations de radio locales. Ils ont obligé les journalistes à diffuser des messages mystérieux. Ces messages parlaient d'une nouvelle ère pour les Africains, faite par des Africains. Ce n'était donc pas seulement un coup d'État. C'était un message fort, destiné à tout un continent. Et ce message se propageait vite. Contrairement aux anciens coups d'État en Côte d'Ivoire, qui restaient entre politiciens et militaires de haut niveau, celui-ci est descendu dans les rues dès le début. Des jeunes, beaucoup trop jeunes pour avoir voté ou même être pris en compte par les institutions, sont sortis pour célébrer. Un adolescent, filmé près du pont de Cocody, criait « Il est parti ». La marionnette des étrangers est partie. Vidéo rapidement supprimée d'Internet. Il y avait de la musique, des danses, des feux d'artifice. Ce n'était pas une mise en scène. C'était spontané. Et toujours, aucun mot officiel du gouvernement. Mais la fête a vite laissé place à la violence. Avec l'armée divisée, des combats ont éclaté entre différentes factions. À Treichville, des soldats restés fidèles au gouvernement ont tenté de reprendre une gendarmerie contrôlée par les rebelles. Le combat a duré 4 heures. Bilan, au moins 14 morts. Dans l'ouest du pays, près de Man, des hommes armés ont attaqué un convoi militaire soupçonné de vouloir fuir. En réponse, une opération de représailles a été lancée dans des villages proches. En 2 jours seulement, plus de 30 personnes ont été tuées, la plupart des civils coincés entre 2 camps. Mais ce qui a le plus surpris les observateurs étrangers, c'est le manque total de leadership clair. Personne n'est apparu à la télévision. Aucun communiqué officiel. Aucun général ne s'est présenté comme chef du coup d'État. Pendant un moment, tout semblait flou. Était-ce un putsch raté? Une révolte mal organisée? Ou bien, quelqu'un attendait-il simplement le bon moment pour sortir de l'ombre? Et c'est exactement ce qui s'est passé. La nuit du 3e jour, une vidéo a été diffusée. Floue, de mauvaise qualité, mais puissante. Un homme, en treillis militaire, entouré de gardes armés, parlait lentement,
avec calme et autorité. Il ne portait pas de masque. Son visage était visible. Mais une nouvelle question est née. Qui est cet homme? Et que veut-il vraiment? Dans la prochaine partie, découvrons ensemble l'identité du mystérieux meneur et ce qu'il prépare pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pendant 2 jours, la Côte d'Ivoire a vécu dans l'incertitude. Il n'y avait ni chef, ni explication claire. Le pays marchait à l'aveugle, au milieu du chaos. Puis soudain, il est apparu. Pas de musique, pas de drapeau, pas de discours grandiose. Juste une phrase simple et directe. Le régime est terminé. Mais qui est cet homme? Pour beaucoup, surtout à l'étranger, son nom ne disait rien. Mais pour certains militaires et quelques anciens politiciens ivoiriens, son histoire est une vieille blessure, une blessure que l'État avait essayé d'effacer depuis des années. Il est né dans la région de Duékoué, à l'ouest du pays. Son père était paysan, sa mère institutrice. Il a grandi à la fin du long règne de Félix Houphouët-Boigny, dans une période pleine d'espoirs africains, mais aussi de trahison. Alors que les enfants de son âge jouaient au foot, Kouadio, c'est son nom, lisait les journaux. Il collectionnait les articles sur Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou encore Modibo Keïta. À 16 ans, il aurait écrit une rédaction appelée « Le jour où l'Afrique se réveille ». À 18 ans, il entre à l'Académie militaire ivoirienne. Il grimpe rapidement les échelons. Pas grâce à des contacts, mais grâce à son intelligence. Il parlait 4 langues et avait été formé par des experts français en lutte contre les guérillas. On disait de lui qu'il était calme, précis et redoutable dans les missions difficiles. En 2013, il dirige une opération réussie contre des rebelles libériens à la frontière ouest. La presse le surnomme alors le bouclier de la République. Mais c'est en 2015 que sa vie bascule. Posté près de la frontière avec le Burkina Faso, il découvre un trafic d'armes illégales. Ces armes, selon lui, venaient de réseaux liés au pouvoir en place, avec, peut-être, l'aide de services étrangers. Il rédige un rapport confidentiel qui disparaît mystérieusement. Un mois plus tard, il est brusquement reclassé dans un poste administratif, loin du terrain. On ne parle plus de lui. Il disparaît des radars. Pendant des années, le silence. Des rumeurs circulent. Certains disent qu'il a fui à l'étranger, d'autres qu'il a été emprisonné en secret. Mais aucune preuve. Aucune apparition. Jusqu'à cette fameuse nuit, où il revient devant les caméras, déterminé, calme, entouré de soldats. Et maintenant, tout le monde se demande, quel est son plan? Est-il un héros ou un danger pour la stabilité du pays? Certains disaient qu'il avait rejoint des mercenaires dans le Sahel. Mais la vérité, c'est qu'il s'était caché. Pendant des années, Kouadio vivait dans l'ombre déçu, en colère et en train de préparer quelque chose. Son apparition à la télévision en mai 2025 n'était pas un simple coup de force. C'était le fruit de 10 ans de réflexion et de rage silencieuse. Mais ce n'était pas non plus un discours de vengeance. Il a parlé de renaissance, pas de revanche. Il ne voulait pas imposer la force militaire, mais rendre le pouvoir au peuple. Voici ce qu'il a dit. Ce pays n'est pas né pour servir Paris. Il est né pour servir son peuple. Puis, il a annoncé 5 grandes décisions immédiates. Supprimer le franc CFA, qu'il a décrit comme une chaîne autour du cou des économies africaines. Rendre les terres aux communautés locales en retirant les concessions des grandes sociétés étrangères. Retirer la propriété des terres agricoles aux multinationales qui exploitent le cacao et les mines. Déclarer la santé et l'éducation comme droits fondamentaux avec des budgets pris sur l'armée et les dépenses de luxe des dirigeants. Fermer toutes les bases militaires françaises en Côte d'Ivoire sous 60 jours. Enfin, il a annoncé la création d'une assemblée de transition, avec des représentants choisis dans chaque région, pas désignés par les élites. Ce n'était pas un coup d'État pour prendre le pouvoir. C'était une déclaration d'indépendance. Et la réaction a été immédiate. Des vidéos ont envahi les réseaux sociaux. Des jeunes descendaient dans les rues pour le soutenir, chanter, danser, célébrer. À Bassam, des graffitis montraient son visage avec l'inscription « Un autre Sankara ». Des anciens rebelles ivoiriens ont publié une lettre commune de soutien. Même des syndicats d'étudiants à Dakar, Conakry et Niamey ont exprimé leur solidarité. Mais tout le monde n'était pas aussi enthousiaste. Les ambassades à Abidjan, Paris et Washington ont commencé à échanger des messages d'alerte. Les experts en défense étaient inquiets. Pour eux, un leader charismatique, avec un projet radical, le soutien massif de la jeunesse et le contrôle de l'armée, c'était un danger. Ce discours n'a pas seulement secoué la Côte d'Ivoire. Il a fait trembler toute l'Afrique francophone. Comme un tremblement de terre, il a traversé les frontières. Le message était court, à peine quelques minutes.
Mais l'effet a été immédiat et puissant, car il attaquait là où ça fait mal: l'argent, l'armée et l'influence étrangère. Le monde entier s'est mis à regarder, avec inquiétude. 48 heures plus tard, quelque chose de bizarre se passe. Dans le ciel au-dessus de Yamoussoukro et Korogo, des appareils étranges survolent en silence. Petits, rapides, sans marque visible. Ce ne sont pas des avions ivoiriens, ce sont des drones. Cette même nuit, une explosion frappe un bâtiment, où se réunissaient les membres du gouvernement de transition. Le groupe de Kouadio accuse des mercenaires étrangers, mais aucun pays ne reconnaît l'attaque. Personne ne dit « c'est nous ». Et pourtant, beaucoup devinent la vérité. Les frappes étaient trop précises, trop bien planifiées. Des images satellites publiées par des médias africains montrent des modèles, similaires à ceux utilisés par des entreprises militaires privées occidentales. Un nom revient souvent: Agima Group, une société française de sécurité privée, connue pour ses activités dans le Sahel, et ses liens discrets avec des services de renseignement en France et aux États-Unis. Pour ceux qui connaissent le jeu postcolonial, c'est une stratégie déjà vue. Quand un leader africain menace les intérêts étrangers, notamment ceux de la France, l'intervention ne se fait pas toujours avec des soldats officiels. Elle arrive souvent avec des drones, des agents invisibles, et par la pression économique. Thomas Sankara l'a vécu, Kadhafi aussi, et maintenant, Kouadio est dans le viseur. Mais cette fois, quelque chose est différent. Au lieu d'être seul, son mouvement a réveillé toute une génération. Partout sur le continent, des jeunes se sont levés pour le défendre. Ils ne voyaient pas seulement un militaire, ils voyaient un espoir. Mais au lieu de le faire taire, le discours de Kouadio a déclenché une vague de solidarité à travers l'Afrique. En quelques jours, des mouvements de jeunes au Sénégal ont organisé des coupures volontaires d'infrastructures liées à la France, en signe de protestation. Ils voulaient montrer qu'ils soutenaient le peuple ivoirien. À Bamako, la première ministre du Mali, Issata Konaté, a déclaré publiquement que la France n'avait pas à intervenir dans l'ombre sur le sol ivoirien. La Guinée est allée encore plus loin. Son gouvernement de transition a proposé d'envoyer des unités pour protéger les ministères ivoiriens. C'était une réaction rare, une forme de solidarité militaire entre pays africains. Ce soutien n'était pas seulement émotionnel. Il était réfléchi, stratégique, une manière de dire « si la Côte d'Ivoire peut se libérer, alors d'autres pays le peuvent aussi ». Au Burkina Faso, le gouvernement a voté une loi pour suspendre toute coopération militaire avec la France, jusqu'à ce que la situation en Côte d'Ivoire soit éclaircie. Au Niger, plus discrètement, les représentants de Kouadio ont rencontré des responsables militaires de l'Alliance des États du Sahel pour parler de coopération. Le message devenait de plus en plus clair. Si un pays réussit à rompre avec le système, il pourrait entraîner d'autres pays dans le même mouvement. Et si cela arrivait, la domination française sur l'Afrique francophone pourrait s'écrouler en quelques mois. Face à cette menace, les puissances occidentales ont commencé à réagir, mais sans forcément envoyer de troupes. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont suspendu leur versement à la Côte d'Ivoire. Des rapports économiques ont commencé à évoquer un risque d'instabilité dans toute la région, ce qui pousse souvent les investisseurs à retirer leur argent. Les grands médias internationaux ont aussi changé de ton. Ils ont commencé à présenter la transition ivoirienne comme une simple prise de pouvoir populiste. Certains ont même remis en question la stabilité mentale de Kouadio. Des rumeurs ont commencé à circuler, parlant de purs internes ou de violence, mais sans aucune preuve. Les journalistes étrangers n'avaient pas accès au pays. Toutes les techniques classiques de pression étaient là. Pression militaire, pression économique et tentative de discrédit. Mais à chaque nouvelle attaque extérieure, la société civile africaine devenait plus solidaire. Et une question revenait partout, dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les radios communautaires. Pourquoi un seul soldat africain, avec un rêve de liberté, dérange-t-il autant? Si Paris et Washington ont autant paniqué, c'est parce qu'il ne s'agissait pas simplement d'un rêve. C'était un plan que d'autres peuples commençaient à prendre au sérieux. Mais voici un nouveau rebondissement. Rien n'est aussi clair qu'on le pensait. Alors que certains témoins affirmaient avoir vu des tirs, des convois militaires, d'autres disent que leurs villes sont restées totalement calmes. Pendant ce soi-disant coup d'État, des médias ivoiriens commencent à remettre en question le récit dominant. Certains disent que le blackout a été exagéré, que le nombre de morts a été gonflé,
et que le président Ouattara n'a jamais quitté le palais présidentiel. Le 23 mai, une photo a même circulé. On y voit Ouattara, souriant, assis à la tête d'un conseil des ministres, calme, détendu, comme si de rien n'était. Les médias internationaux restent prudents. Certains rapports confirment qu'il y a bien eu des troubles. D'autres parlent d'une manipulation, d'un emballement des réseaux sociaux, et même de vidéos trafiquées. La vérité, pour l'instant, est un puzzle incomplet. Chaque pièce est filtrée par la peur, les intérêts et les émotions. Mais ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il se passe quelque chose en Côte d'Ivoire. Est-ce une révolution ou juste une illusion? Peu importe, le pays a été secoué. Même si les rues sont calmes aujourd'hui, les questions n'ont jamais été aussi bruyantes. Pourquoi y a-t-il eu des coupures de réseau dans plusieurs grandes villes? Pourquoi a-t-on vu des barrages militaires proches de bâtiments officiels? Pourquoi les puissances étrangères ont-elles mis autant de temps à réagir? Et surtout, si tout cela n'était qu'une rumeur, alors pourquoi autant de gens y ont cru? Dans une région marquée par les coups d'État, les soulèvements et la diplomatie de l'ombre, la vérité, dit-on, est souvent la première victime d'une crise. Et tant que la lumière n'est pas faite sur ce qui s'est vraiment passé, la Côte d'Ivoire reste suspendue, dans une sorte de vide, un entre-deux où l'avenir reste flou, et où chacun retient son souffle. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se trouve entre deux récits, celui d'un soulèvement invisible, et celui d'un pouvoir qui nie tout changement. Pour l'instant, nous avons plus de questions que de réponses. Mais peut-être que c'est justement le but, car parfois, le simple bruit d'une révolution suffit à montrer qui en a peur. Alors, que va-t-il se passer maintenant? La Côte d'Ivoire va-t-elle renaître ou s'effondrer? Peut-être qu'il y a vraiment eu un coup d'État, ou peut-être pas, mais une chose est certaine. Il s'est passé quelque chose que certains auraient préféré cacher. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.